Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour ou bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, voire internationale. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai deux invités. Parmi mes invités, j'ai un collègue. Il s'agit de Monsieur Hassan Koné. Il est journaliste, directeur de publication du journal Arc-en-Ciel et notre-nation.com. Koné, bonjour. Bonjour madame. Cher confrère. Oui, bonjour. Ça va? Non, ça va. Tout va bien? Oui, on espère que ça ira davantage. Davantage. Inch'Allah, comme on aime si bien le dire. Notre deuxième invité téléspectateur de Mandé TV est Monsieur Boubacar Bani Traoré. Il est enseignant vacataire, il est doctorant en histoire. Vous comprendrez pourquoi on a besoin d'un historien sur ce plateau. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Les élèves, ils ont repris le chemin de l'école? Oui, depuis, ça fait cela quelques mois d'ailleurs. Ça fait quelques mois et tout se passe à merveille? Bon, alhamdulillah, mais même si tout ne va pas bien, donc nous essayons de faire avec. Vous essayez de faire avec. Oui. Voilà, il faut souvent s'adapter, faire en sorte que les choses arrivent à bien se passer. Téléspectateurs de Mandé TV, avant de commencer nos sujets, on voudrait d'abord féliciter nos forces armées maliennes, les FAMA, qui sont en train de mener un combat de titans. Voilà, on dira dans la zone de Tizawaten. Hassan, c'est bien ça? Effectivement, dans la zone de Tizawaten, depuis quelques jours, il faut dire, bon, les FAMA étaient déjà installés depuis un certain temps, mais depuis quelques jours, il y a des nouvelles qui nous parviennent qu'il y a des combats âpres, mais pour le moment, les informations que nous avons rassurent. Rassure très bien, c'est ça? Et aussi, on a cru comprendre qu'il y a quelques têtes qui sont tombées, pas des moindres. Oui, effectivement, c'est ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Ça veut dire que ce n'est pas la parole des femmes qui parle, mais ce sont les actions sur le terrain. Et je pense que tout le monde doit prier pour eux, pour que vraiment cette victoire soit de façon générale. En tout cas, on tenait vraiment sur ce plateau à leur féliciter, à leur encourager, à leur dire que tout le Mali, tous les Maliens sont avec vous. Deuxième petit clin d'œil qu'on a aussi du côté de la République de Guinée. Voilà, malheureusement, il y a eu un drame le 1er décembre dernier au niveau du stade de Zérékoré. Je vais y arriver. Effectivement, au niveau du stade de Zérékoré, il y a eu un drame malheureux et où je pense qu'il y a eu suffisamment de pertes en vie humaine. Et ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas encouragé dans un stade de football, des gens qui sont venus pour se distraire, que ça se termine de la sorte. Bon, nous allons présenter nos condoléances à nos parents guinéens et formuler le vœu que cela ne se répète plus. Et sûrement, ils vont prendre des dispositions au niveau de la Guinée. En même temps, ça doit inspirer tous les autres pays à se prémunir quant à des drames pareils. Tout à fait. En Guinée, comment on peut remarquer qu'ils ont une mauvaise expérience des stades. Je pense que c'est le dispositif de sécurité qu'il va falloir revoir un petit peu. En tout cas, comme on a l'habitude à le dire, la Guinée est actuellement sous un régime d'exception. Donc je crois que le football est un facteur de cohésion et ça ne doit pas être un facteur de dispersion ni de division. Donc le peuple guinéen doit être très fort maintenant, d'être soudé derrière un régime maintenant pour que toutes ces situations-là soient réglées dans un très bref délai. Donc nous prions pour le repos éternel des gens qui ont perdu la vie et nous prions aussi que cela n'arrive pas pour une nouvelle fois. En tout cas, sincères condoléances à la République de Guinée. Voilà, nous sommes de tout cœur avec vous et puis prompt rétablissement aux blessés. Nous allons commencer nos sujets. Voilà, messieurs, si vous le voulez bien. Il s'agit du nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Depuis sa nomination en date du 21 novembre dernier, il effectue une série de visites. Il s'est rendu à l'EDM, au centre, au Haut Conseil islamique, à Lège, au niveau de l'archevêque. Il va rencontrer également les politiciens
pour des échanges, des discussions. Quelle interprétation, Hassan, cher confrère, faites-vous de cela? Enfin, moi je pense que c'est une sortie qu'on peut saluer parce que lorsqu'un nouveau Premier ministre s'installe et que l'une de ses premières actions ou première visite d'une structure au Mali, c'est l'EDM, cela prouve que la grande préoccupation que les Maliens vivent aujourd'hui le préoccupe au plus haut niveau et que il doit, en tandem avec le peuple malien, en tandem avec les travailleurs de l'EDM, probablement dessiner des solutions qui vont permettre au Mali de se mettre de façon très rapide à l'abri de ce que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps quant aux ruptures de l'électricité. Et surtout qu'il a demandé un plan de sortie de cette crise. Oui, il a demandé un plan du planton au plus haut niveau à l'EDM, que chacun fasse des propositions rapidement, que le DG de l'EDM va faire une synthèse et qui sera proposée au gouvernement. Et je pense que si on va avec des approches comme ça, on pourra trouver une solution durable à ce problème qui pratiquement et bloque aujourd'hui le pays, parce que il faut se dire, sans énergie, sans électricité, on ne peut parler de développement, parce que c'est les structures productrices qui en pâtissent. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'un Premier ministre arrive et qu'il court à l'EDM pour aller s'enquérir et voir comment il peut vraiment prendre à bras le corps ce problème-là. Et ça nous donne de l'espoir que le Premier ministre prenne à bras le corps la résolution de ce problème. Votre interprétation, Traoré, par rapport à ces différentes visites que le PM est en train d'effectuer, c'est pas sa première fois d'avoir ce rôle-là, mais là, cette fois-ci, il va vraiment de plus belle. On peut dire que là, il a tout en main, il a toutes les cartes en main pour pouvoir jouer. Bon, effectivement, cette entrée en scène du Premier ministre est remarquable, car c'est très rare de voir un Premier ministre descendre sur le terrain, aller à la rencontre de ces cyberdonnées, c'est-à-dire les différentes structures qui travaillent sur sa coordination. Et je pense que cette visite a beaucoup de signification, au fait. A beaucoup de signification parce qu'elle montre déjà que le nouveau gouvernement qui vient d'être installé, a une volonté maintenant de résoudre le problème énergétique dans un très bref délai. Maintenant, déjà, si vous prenez le côté des religieux aussi, ça a de l'importance. Et c'est quelque chose qui va permettre maintenant d'ouvrir des discussions avec les autres acteurs de la classe sociale, de la société civile malienne. Donc je pense que c'est une très bonne chose et ça mérite d'être encouragé vraiment. Ce sont des démarches pour vraiment la stabilité et la paix, vous trouvez? Oui, bon, parce qu'il y a d'autres qui disent que le gouvernement a été reconstitué à 80%, c'était l'ancien gouvernement. Qu'est-ce qui va réellement changer sur la scène où vous pensez que non, il doit vraiment aller? Oui, c'est vrai qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement parce que le Premier ministre a changé. C'est déjà un ton. Il y a un nouveau Premier ministre. C'est vrai que le Premier ministre est parti avec à peu près, si ma mémoire est bonne, 7 anciens membres du gouvernement. Pour le gros lot RSC, il y a 7 nouveaux membres qui sont arrivés. Et bon, le Premier ministre, en rendant visite par exemple au Haut Conseil islamique, c'est vrai, il cherche d'abord la bénédiction du Haut Conseil et du prélat. Et en même temps, c'est une manière de leur demander aussi et de mobiliser les Maliens qui sont en même temps chrétiens, musulmans et souvent qui ne sont pas de ces deux religions-là, de se mobiliser pour les intérêts du Mali. Donc c'est un peu un appel à ces responsables religieux de se mobiliser à ses côtés, parce que tout le monde sait que le défi est énorme actuellement. Hein. Être responsable à ce niveau dans un pays comme le Mali aujourd'hui, c'est pas du tout facile. Et il faut être très stratège, il faut être très ouvert, il faut avoir une grande capacité d'écoute, écouter tout le monde pour arriver à mettre les gens ensemble. Parce que c'est ce qui manque énormément aujourd'hui au Mali. Comment arriver à mobiliser le peuple malien pour qu'on aille ensemble, pour qu'on sorte rapidement de cette impasse que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps. Et je pense qu'avec le dispositif que le nouveau Premier ministre a mis en place, le fait d'avoir pris langue avec les uns et les autres, parce que c'est ça aussi, les Maliens aiment cela. Quand tu écoutes les Maliens aiment être écoutés.
quand tu vas à la rencontre des Maliens, tu as souvent les solutions pour les gouverner. Et je pense que le Premier ministre l'a compris et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a rencontré le Haut Conseil islamique, il a rencontré le clergé, non? Ensuite, il va maintenant rencontrer les politiques demain ou après-demain. Et je pense que c'est des rencontres fructueuses. Il y a l'EJ qui a été rencontré où il a été clairement dit qu'on va aller aux élections, mais de façon très méthodique et de façon stratégique. Et là, on est entièrement d'accord parce qu'il ne faut pas faire des élections pour des élections. Ça ne sert à rien de faire des élections au bout d'un an ou de 6 mois, on retombe dans un autre problème. Donc, si on doit sortir par la voie des élections, il faut que ce soit des élections qui vont stabiliser le pays sur une longue période. En tout cas, il a eu quelques avancées et quelques sujets, des orientations comme ça voulues par le président de la transition. Hein. Déjà, lors de son premier conseil des ministres, on a vu quelques images, on a vu que c'était pas à 20. C'est quelqu'un vraiment qui voulait prendre à bras le corps tous les problèmes du Mali. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Il va sortir quoi de cette rencontre avec les politiciens? Bon, avec les politiciens, il faut quand même prendre langue avec les politiciens parce que il est très intéressant de réunir les politiciens autour d'une table. C'est clair qu'il va aller avec des propositions peut-être concrètes ou aussi il peut aller à leur écoute. Il va d'abord peut-être probablement il va aller à leur écoute. Il va les écouter parce que les partis politiques aussi ont leur avis à donner sur tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Donc je pense que le Premier ministre, n'oubliez pas que c'est un gendarme, c'est un officier de la gendarmerie, il va d'abord aller à leur écoute et tout ce qui va être dit dans cette salle sera analysé à un certain niveau et sûrement des propositions sortiront de cela pour que les administrateurs puissent mettre tout cela bout à bout pour trouver un dispositif pour nous amener vers des horizons beaucoup plus clairs. D'accord, Traoré, par rapport à cette rencontre, un grand changement par rapport à son prédécesseur, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer. En tout cas. Et quelque part, on nous dit qu'il ne faut pas comparer, mais on ne peut s'empêcher de pouvoir comparer quand même à son prédécesseur, parce que cette transition, ça fait banalement 4 ans aujourd'hui, et sur le plan politique, tout le monde sait, c'est quand même une crise politique qui est bien installée, bien ancrée dans le pays. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va vraiment décanter cette situation? Voilà, donc comme vous avez si bien dit, la comparaison n'a pas raison, mais quand vous demandez beaucoup de Maliens actuellement, beaucoup vous diront que l'ancien Premier ministre a construit un mur de Berlin entre les élites dirigeantes et d'autres classes sociales. Bon, je pense que si le nouveau Premier ministre commence déjà à travers cette démarche d'un très bon leader, maintenant qui va consister d'aller à la rencontre, comme il a si bien dit, d'écouter, échanger, souvent prendre en compte des propositions qui seront faites au cours de cette visite-là, maintenant peut contribuer à beaucoup de choses, surtout l'ouverture des dialogues avec la classe politique. Comme vous le savez, actuellement tout le monde parle, c'est-à-dire la disparition des élites sur la scène politique malienne. Donc, surtout l'ouverture des dialogues avec le Haut Conseil islamique va être quelque chose de très important maintenant pour ouvrir des dialogues, des négociations avec la classe politique dormante. Mais vous êtes quand même pas sans savoir. Vous appuyez beaucoup sur le Haut Conseil islamique, mais aujourd'hui c'est pas notre actualité du jour. Mais le Haut Conseil islamique aujourd'hui est dans une situation aussi un petit peu tendue. Oui, c'est vrai. Ça peut jouer ou pas. C'est pas le Haut Conseil islamique seul qui est dans une situation un peu tendue. Et il y a beaucoup d'organisations de la société civile malienne qui sont dans des périodes de balbutiement. Mais tout le monde sait aussi que ce qui se passe au niveau du Haut Conseil, et sans être trop impliqué dans les affaires du Haut Conseil, et la tendance de la grande majorité est aujourd'hui connue. Donc, même si jamais ils arrivaient à aller à une élection, il y a de fortes chances que cette tendance qui dirige actuellement soit toujours à la tête du Haut Conseil islamique. Donc, c'est déjà très important que le nouveau Premier ministre est dépassé. C'est la structure qui est là aujourd'hui, hein. C'est les dirigeants qui sont là aujourd'hui. La situation est tendue, mais il faut quand même écouter ces dirigeants. Ils ont leur avis à dire sur tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, tout comme ces leaders religieux et le clergé, c'est-à-dire les chrétiens
La structure qui représente les chrétiens au Mali, la structure qui représente les musulmans au Mali, et en même temps, il aura cette rencontre avec la classe politique. Je pense que c'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche, comme il a dit, et on n'est pas là pour critiquer quelqu'un, on n'est pas là aussi pour peut-être faire des comparaisons, mais tout le monde sait que dans le contexte actuel du Mali, il est très intéressant de mobiliser les Maliens autour de l'essentiel pour qu'on aille dans la même direction, pour sortir rapidement de cette solution. Chacun peut avoir sa solution à lui, mais personne n'a une solution infuse à lui seul. Donc peut-être si on s'écoutait, on aura la capacité de mettre bout à bout ces différentes propositions, et toutes ces propositions vont nous aider à aller très vite. Parce que je suis convaincu, l'intelligence du Malien peut le permettre d'aller très vite quand on regarde dans la même direction. Et pour aller dans la même direction, il faut discuter, il faut se comprendre, il faut s'écouter. Et c'est cette initiative que le Premier ministre vient de prendre. Et bon, c'est une démarche inclusive et on ne peut que saluer cette approche qui permet d'aller à la rencontre de tout le monde, d'écouter tout le monde. Ça peut nous permettre d'avoir des solutions à nos problèmes. Vous pensez que le Premier ministre va pouvoir installer un vrai dialogue dont les Maliens attendent depuis longtemps? Il pourra? Oui, il est dans une démarche. Il doit pouvoir. Parce qu'il a déjà... C'est un bon signal. Et ce signal-là, je suis convaincu que la majorité des Maliens l'attendaient. La majorité des partis politiques attendaient ce signal-là de la part du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a eu l'impression à un moment donné que les partis politiques au Mali étaient mis sur le banc des accusés. Mais aller aujourd'hui à leur rencontre, ça veut dire qu'on reconnaît leur importance dans la gestion des problèmes du Mali. Donc c'est déjà très important. Et les partis politiques, je sais bien, c'est des partis politiques qui ont été créés pour la conquête du pouvoir. Mais ils sont aussi maliens. Donc ils auront quand même cette capacité, cette intelligence de saisir cette opportunité-là et en toute responsabilité et voir comment ils peuvent contribuer à ce qu'on arrive à trouver des solutions à nos problèmes. Merci beaucoup, Hassan. C'est bien vu, c'est votre approche et tout. On va essayer d'avancer dans nos sujets, téléspectateurs. Nous avons un deuxième sujet sous la main. Il s'agit de la lutte contre la corruption. Voilà, dernièrement, en date du 29 novembre dernier, le président de la transition recevait du président de l'OCLEI un rapport. Et dans le rapport, c'est énorme, évidemment. Mais ce qui saute par-dessus tout, c'est l'absence de déclaration des biens de pas mal de ministres. Donc, dans le rapport, il est stipulé que en 2023, sur les 29 ministres en place, il y avait seulement entre 5, 4, c'est pas vraiment confirmé, qui n'ont pas déclaré leurs biens. Pourtant, le Mali, on dit le Mali croit aujourd'hui. Hassan, oui, quelle interprétation faites-vous de ce... Bon, moi, personnellement, j'ai été surpris quand j'ai vu les données de ce rapport-là. Quand j'apprends que sur 29 ministres, il y a seulement 5 qui ont déclaré les biens à l'OCLEI. Bon, je suis quand même un peu surpris parce que il ne faut pas attendre jusqu'à cette période-là pour informer le peuple malien de cette situation, parce que tout compte fait, c'est une disposition légale et qu'il exige au Mali. Et l'OCLEI doit se battre pour que cela soit respecté. Et en premier responsable, c'est le gouvernement malien qui doit vraiment se battre pour que les textes qui se donnent, que les citoyens maliens respectent ces textes-là. Donc, quand j'apprends aujourd'hui que 5 ministres seulement sur 29 ont déclaré les biens à l'OCLEI, et ça veut dire que ces ministres, la grande majorité des ministres sont dans une situation d'illégalité par rapport à la déclaration. Et c'est une loi malienne qui l'exige. Bon, il faut que le bon exemple vienne aussi souvent par le haut, qu'ils aillent déclarer les biens. Maintenant, je ne sais pas, avec ce rapport-là, les premiers gouvernants du pays doivent peut-être prendre des dispositions, parce que je ne sais pas s'il y a des dispositions coercitives. Quand un ministre ne déclare pas ses biens, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Bon, je ne crois pas qu'il y ait des dispositions comme ça, mais je pense que... Vous pensez qu'il est temps maintenant que les dispositions soient assez fermes? Oui, mais c'est une loi malienne. La loi est faite pour être respectée. Donc il faut qu'on la respecte. C'est une déclaration des biens.
Et pourquoi un ministre, on te dit quand tu es nommé ministre de la République du Mali, il y a un délai pour que tu ailles déclarer tes biens. Mais pourquoi tu refuserais la déclaration de tes biens? C'est la question que je me pose. Je ne vois pas pourquoi un ministre refuserait d'aller déclarer ses biens. Peut-être aussi le disent, bon, peut-être l'OCLEI aussi n'a pas bougé trop sur la question. Parce qu'à un moment donné, il fallait que l'OCLEI parle vite pour dire que, attention, tirez la sonnette d'alarme. Vous devez déclarer vos biens, mais vous ne l'avez pas fait, venez le faire. Bon, attendre le dit dans un rapport aujourd'hui, c'est comme le médecin après la mort. En tout cas, l'OCLEI, on a pu constater pendant cette période de transition quand même qu'ils ont fourni pas mal de rapports. Hein. Ça, c'est indéniable. On sent que là, ils ont vraiment l'envie de vraiment accomplir les missions qui leur sont attribuées. Vous avez quelque chose à dire par rapport à oui, bien sûr. À mon avis, l'OCLEI a accompli son travail, qui lui a été confié par le président de la République en question. De la transition. De la transition, je me justifie bien sûr. Vous savez, on a dit que dans les rapports, c'est mentionné que 5 ou 6 ministres seulement qui ont fait la déclaration de leurs biens. Bon, alors que quand vous regardez à chaque fois les discours du président de la transition du Mali, maintenant, l'un de ses objectifs, c'est quoi? C'est de lutter contre la corruption. Et la déclaration des biens des ministres va permettre maintenant d'atteindre ces objectifs-là. Mais si le ministre même en question ne parvient pas à être exemplaire, maintenant, qui d'autre va prendre l'exemple? C'est cette question-là que moi, je me pose en toute sincérité. Sinon, en ce qui concerne le travail, il a fait son travail, les rapports ont été déposés, maintenant, c'est à la justice de trancher. Il y a quelques citoyens qui disent que les choses n'ont pas vraiment changé pour cette lutte contre la corruption. Est-ce que vous le ressentez au quotidien aussi, un peu comme ces citoyens qui le disent? Est-ce que réellement le Mali-Croix dont on attendait ou qu'on attend et qu'on vit aujourd'hui, il y a eu grand changement, surtout sur la lutte contre la corruption? Bon, vous savez, le sujet de la lutte contre la corruption est un sujet très complexe. Il est très difficile. Quand on voit un peu l'histoire de la lutte contre la corruption au Mali, et depuis cette vieille opération Taxi jusqu'à aujourd'hui, on a souvent l'impression que grand chose n'est pas fait dans la lutte contre la corruption au Mali. Parce que c'est très compliqué, lutter contre la corruption dans un pays comme le Mali. C'est très compliqué et ça va être un challenge, c'est un défi permanent. Et je pense que le résultat n'est pas un résultat qu'on aura dans l'immédiat. Ça va être un travail de longue haleine. Il va falloir continuer. Et sinon, aujourd'hui, on sait quand même que de nombreuses personnes ont été interpellées par rapport à cette lutte contre la corruption qui sont au niveau des structures judiciaires. C'est des dossiers qui sont en cours devant les tribunaux. Donc, il y a quand même le signal qui est donné. Mais peut-être la population aurait voulu que, de façon, je ne sais pas, triviale, voir des têtes tomber rapidement. Mais souvent, ce n'est pas évident, c'est des questions de droit. C'est des questions de droit, c'est des questions de droits humains. Hein, ça a beaucoup d'implications. C'est des procédures. Si les procédures ne sont pas bien conduites, les résultats ne pourront pas être atteints, atteints du moins, parce qu'il faut être très prudent dans ce combat-là, et c'est des procédures. Il ne faut pas qu'il y ait des failles de procédure, parce que s'il y a des failles de procédure, les avocats des accusés vont les utiliser, et l'objectif recherché ne sera jamais atteint. Donc, il faut peut-être laisser aux professionnels de faire leur travail comme ils le font, et au finish, on aura l'occasion de le juger. Mais souvent, ce n'est pas des résultats qu'on a dans l'immédiat. Est-ce que les procédures aussi ne doivent pas être un peu raccourcies? Oui, je pense que l'effort est fait. Il y a eu des nouveaux textes pour raccourcir certaines procédures. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un texte il y a des textes qui ont été dans le contexte de la lutte contre la corruption dans cette période de transition. Ils ont travaillé sur des textes pour améliorer certains aspects qui peuvent leur permettre d'aller un peu très vite. Mais on va beau aller très vite, il faut comprendre que c'est des questions de droits humains. Et c'est souvent un peu très compliqué parce que c'est pas évident et souvent on pense que
il y a eu des enrichissements illicites, mais quand on va rentrer dans le fond des choses, souvent c'est un peu compliqué. Il faut aller très doucement avec ce dossier-là et il faut laisser les professionnels travailler sur la question. Oui. Bon, quand même, à ce niveau, le commentaire que j'ai à faire, nous avons tous assisté qu'un nouveau gouvernement a été installé récemment. Maintenant, pour empêcher les erreurs commises l'année passée, maintenant les ministres ont refusé de déclarer leurs biens. Moi, je pense que le président il n'a pas refusé. En tout cas, le constat est qu'ils n'ont pas déclaré. Bon, s'ils n'ont pas déclaré, moi, je constate ça comme un refus d'ailleurs. Parce que les textes sont là, les lois sont là, on vous demande d'aller déclarer vos biens. Pourquoi vous refusez? Donc, ce qui veut dire que vous avez, à mon entendement, vous avez refusé. Donc, cette fois-ci, je pense que le président de la République doit être très clair avec tous ces ministres-là. De la transition. De la transition, bien sûr. De la transition, c'est-à-dire d'obliger tous ces ministres-là à aller déclarer leurs biens. Mais on attend de voir. Peut-être pas seulement les ministres. Et le texte est clair, hein, il y a un certain nombre de cadres maliens qui doivent déclarer leurs biens. Moi, je pense que le constat a été fait dans le rapport que les déclarations des biens souffrent énormément au niveau de l'OCLEI. Le constat est fait, c'est trouver une solution pour que ceux qui doivent déclarer les biens le fassent et dans les délais. En tout cas, on verra tout ça, on suit de très près, voilà, affaire à suivre. On verra ce que donnera les rapports qui vont suivre, si par la suite nos responsables, parce qu'il ne s'agit pas seulement des ministres, mais ce qui a sauté aux yeux, il s'agissait des ministres. Sinon, il y a pas mal de dirigeants, des responsables qui sont concernés et à leur niveau aussi, ils n'ont pas déclaré les biens. Alors, chers collègues et invités, nous avons bouclé les sujets du pays. Nous allons dans la sous-région. Nous arrivons au Tchad. Pas plus tard que le 28. Apparemment, le 29-28, il y a eu beaucoup d'événements. Le Tchad a annoncé la rupture de l'accord de coopération militaire entre la France et ce dernier. Voilà. Annonce faite par le chef de l'État, président Mahamat Déby Itno, seulement quelques heures après la visite du ministre des Affaires étrangères français. Voilà, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu vraiment des tensions qui ont accéléré les choses? Votre avis, Hassan? Oui, bon, on a été quand même... Bon, le Tchad, c'est un peu surprenant parce qu'on sait quand même que il y a un deal entre l'État tchadien et l'État français de longue date. Pratiquement, c'est bon, l'armée française qui protège de tout temps les régimes présidentiels au Tchad. Et en même temps, c'est cette armée française aussi qui les défait, hein, parce qu'il faut le dire, hein, ils protègent et en même temps, ils défont. Donc, et probablement, Idriss, le président actuel du Tchad, a bien fait cette analyse-là. Et c'est vrai, il me protège. Mais en même temps qu'il me protège, le jour qu'ils veulent me faire partir aussi, c'est très facile pour eux. Donc, et il se trouve que l'armée française est très présente au Tchad aujourd'hui, avec le départ du Mali, le départ du Niger, et pratiquement toutes ces troupes-là, la grande partie de ces troupes-là est répartie sur le Tchad. Donc, il y a cet aspect. Et le deuxième aspect aussi, on sait de plus en plus que dans cette ambiance de construction d'un monde multipolaire, et il est tout à fait normal que des États africains, même si ils ont des relations coloniales avec la France, et veuillent lorgner ailleurs pour leur développement, pour leur partenariat. Mais malheureusement, c'est... Bon, souvent quand un État africain veut lorgner ailleurs, les Français pensent qu'ils s'inscrivent dans une certaine infidélité. Je ne sais pas qui souffre la France souffre de l'infidélité de ces États africains peut-être. Bon, et tout cela, ça amène des frictions. Et pourtant, dans le contexte actuel d'un monde bipolarisé et multipolaire, il faut que l'État français révise son logiciel. Parce que le logiciel pose problème. On l'a dit depuis longtemps. La France devait s'installer dans ces anciennes colonies africaines dans un dispositif de gagnant-gagnant.
On a changé. De la manière les choses se sont passées il y a 60 ans, 50 ans, vous ne pouvez pas l'appliquer aujourd'hui à des jeunes Africains qui se sont baladés partout dans le monde, qui ont fait les mêmes universités que vous, qui comprennent aussi mieux la géopolitique que vous. Donc il faut que les choses changent. Il faut que si le partenariat avec la France, souvent ça peut être intéressant pour nous. Parce que déjà en termes de formation universitaire, on n'a pas de problème de langue avec la France. En termes d'expression culturelle, on peut être très proche de la France. On a nos intérêts à défendre. Comment vous pouvez comprendre que cette partie de l'Afrique-là, et qui regorge d'autant de richesses minéraires, hein, de richesses dans le sous-sol, et on continue à tutoyer la misère. On tutoie la misère et ça ne peut pas continuer. En tout cas, ils ont annoncé comme quoi ils arrêtaient la coopération militaire, mais tout le reste pouvait continuer. Oui, malheureusement, souvent, quand on arrête la coopération militaire, tout le reste aussi est su. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé avec nous au Mali, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina récemment, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. On est tous allés d'abord pour des questions de coopération militaire, mais après c'est tout le processus de coopération qui a suivi et c'est même pratiquement, on essaie d'embarquer d'autres personnes avec nous pour partir. Malheureusement, c'est ça le problème. Et ils ont, bon, en même temps, la France ne peut pas accepter, comme je l'ai dit, et quand un État commence à lorgner vers un partenariat avec la Russie, ou bien un partenariat avec la Turquie, ou bien voir du côté de la Chine, bon, ça pose problème. Ça pose problème pour les Français. Je ne sais pas pourquoi les Français n'arrivent pas à accepter selon eux. Bon, peut-être ils veulent garder l'épouse, ils veulent garder l'épouse pour eux seuls. Et l'épouse veut aujourd'hui aussi regarder d'autres hommes qui sont beaucoup plus brillants. Ah, oui. L'accord date depuis 1973. Vous, en tant qu'historien, vous avez dit que vous avez aussi l'œil un petit peu sur ça. Effectivement. Vous savez, moi, quand je porte un regard historique sur les événements franco-africains actuellement, moi j'ai l'impression que nous sommes rétrogradés un peu dans nos relations avec la France, c'est-à-dire nous sommes retournés au début des années des indépendances dans les années 1960. Parce que c'est en cette année-là qu'il y avait les mêmes mouvances au fait. Prenez le cas d'exemple du Mali, qui a conduit avec une rupture avec la France en janvier 1961. Si j'ai une très bonne mémoire. Donc, juste pour vous dire que nous sommes retournés encore dans cette mouvance-là. Donc, je prie Dieu pour que, voilà, cette fois-ci, que ça soit une souveraineté totale. Totale, je dis bien. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'au Tchad. Si vous regardez un peu près à nos côtés, même dans les pays qui sont en bon rapport avec la France, la reconfiguration militaire a commencé. Et j'ai même appris hier que la Côte d'Ivoire, il y a une base militaire importante pour la France en Côte d'Ivoire du nord de Port-Boué. Maintenant, les Français ont commencé le processus de rétrocession de cette base-là à la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal tout près a commencé. Mais si vous prenez le cas du Tchad, la France partage une relation historique spéciale avec le Tchad. Vous savez, rappelez-vous, au moment de la période coloniale, Tchad a été la toute première colonie de se rallier à la France libre. Ça, c'est significatif dans l'histoire. Et aujourd'hui, si vous constatez que le président actuel du Tchad, président Déby, maintenant décide de mettre fin à son accord de coopération militaire avec le Tchad, mais on doit se poser la question, est-ce que c'est une vraie rupture? D'ailleurs. Vous doutez de la rupture? Je me pose quand même la question. Je me pose la question, est-ce que c'est une vraie rupture? Parce que tout récemment, juste après la mort de son père, la France a apporté un soutien, un accompagnement sincère au président actuel du Tchad. Et c'est ce qui a fait que, si je me le permets de dire avec beaucoup de réserve, qu'il a été intronisé aujourd'hui. Et 2 jours plus tard, vous annoncez la rupture avec la même personne qui vous a aidé tout récemment. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça doit nous rappeler. C'est quand même une stratégie militaire en ce moment. C'est ce que j'avais voulu dire. Juste pour vous dire que cette rupture annoncée avec la France fait foi à la politique internationale. Il ne faut pas oublier. Parce que regardez le contexte actuel. En ce qui concerne la jeunesse quand même, la France, la présence militaire
les militaires français ne sont pas les bienvenus en Afrique. Or, le président tchadien, il a besoin d'avoir l'autorité, la responsabilité d'exercer librement son pouvoir. Pour cela, il faut convaincre la jeunesse. Donc, il faut aller dans le sens même que la jeunesse. Donc, vous pensez que c'est une histoire de discours pour satisfaire les Tchadiens et qu'en réalité, c'est pas de cœur? Ça va lui permettre de mieux gérer parce qu'on ne peut pas gérer tant qu'il y a toutefois des bruits au fait, des sensations. Qui aujourd'hui, en tant que jeune en Afrique, veulent la présence militaire de la France? Personne, que ce soit dans un autre cadre. Raison pour laquelle il a décidé aussi de diversifier ses partenariats. Et ça doit nous interpeller. D'accord. Hassan, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Enfin, en réalité, la présence militaire française dans les différents pays africains, on se pose la question pourquoi la France tient tant à maintenir des troupes dans ces pays? Pourquoi la France tient tant à maintenir des troupes dans ces pays? Ils vont dire officiellement que c'est pour des questions de sécurité. Aujourd'hui, ils sont dans la logique, c'est pour la question de lutte contre le terrorisme. Mais avant le terrorisme, ils y étaient déjà dans ces pays. Donc, on se pose la question pourquoi la France tient tant à maintenir des forces militaires sur des territoires indépendants. Cela prouve simplement que la France est restée dans la logique de sa colonisation. On donne l'impression qu'on vous a donné l'indépendance, ce n'est que la photocopie de l'indépendance qu'ils nous ont donnée. Tant qu'on a une force armée, souvent plus puissante que nos armées nationales, sur nos territoires, nous ne sommes pas souverains. Donc la France tient à rester sur ces territoires militairement. C'est une stratégie de signifier à ces pays-là, vous dépendez de votre défense nationale, votre sécurité nationale et internationale dépend de nous. Quel est cet État souverain qui doit confier sa sécurité interne et internationale à un autre État? Donc le problème, c'est à ce niveau. Tant qu'on a des soldats français sur une portion d'un territoire africain, la notion de souveraineté n'est pas réelle. Parce que j'ai eu à le dire, on prend l'exemple du Tchad. Quand on prend le Tchad, rarement un président est venu au Tchad par la voie démocratique. On vient soit par voie de coup d'État, soit par une rébellion qui arrive à prendre la capitale et le chef de la rébellion s'installe. Et quand la France n'est pas d'accord, la rébellion ne prend jamais la capitale. Mais quand la France est d'accord, la rébellion prend la capitale. Donc, cela peut aussi être une analyse militaire chez le tenant du pouvoir aujourd'hui au Tchad. Ils peuvent m'aider pour m'installer, mais ils peuvent aussi m'aider à partir. Et s'ils ne sont pas là, je vais trouver d'autres moyens pour me sécuriser. Voilà un peu le raisonnement aussi qui peut mener. Il y a le partenaire qui lorgne beaucoup, c'est la Russie. Bon, effectivement, parce que la Russie a montré à tout le monde, à tous les Africains d'ailleurs, qu'elle est capable à endiguer une crise. Qu'elle est capable aussi à équiper un pays partenaire. Et puis, qu'elle est capable aussi à négocier de façon équitable avec n'importe quel pays dans le monde, malgré votre statut dans les relations internationales. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir, et c'est quelque chose qui est pertinent aussi. Ça permet de séduire surtout les États qui n'ont pas assez de capacités, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans les relations internationales, ainsi de suite. Donc ce qui fait d'ailleurs influencer la position stratégique de la France en Afrique actuellement. De la Russie, vous voulez dire? Bon, oui, je vais dire que c'est cette politique de la Russie qui parvient aujourd'hui à influencer la position stratégique de la France en Afrique. D'accord. Hassan, cette venue de la Russie dans nos pays africains, ce discours, on le dit, on change un maître pour un autre maître. Est-ce que la Russie pourra effectivement assurer comme il le faut, de manière militaire, c'est connu, mais sur le plan économique et autres, ça reste à voir. Bon, en réalité, on pourrait penser que c'est une nouvelle coopération. Mais pour ce qui concerne le Mali, ce n'est pas une nouvelle coopération avec la Russie.
le Mali a de tout temps collaboré avec la Russie. C'est vrai, il fut un moment, à l'époque c'était l'URSS. Aujourd'hui, cette partie de l'ancienne URSS qui est en conflit avec la Russie qu'on appelle l'Ukraine. Je me souviens quand nous étions très jeunes, et c'est dans cette partie que tous nos parents ont étudié pratiquement avec des bourses et que l'État malien leur avait accordé dans cette partie du monde. Donc, ça veut dire que c'est une coopération qui date de très longtemps. Mais c'est vrai, avec les difficultés que cette URSS avait connues, la dislocation de l'URSS et qui a progressé vers la création d'un nouvel État qu'on appelle aujourd'hui la Russie, et ils étaient dans la réorganisation. Et si aujourd'hui la Russie estime que elle a un rôle à jouer dans la marche du monde et elle veut reprendre pied sur les anciens territoires où elle avait des partenariats. Donc, et les États africains aujourd'hui sont très disposés dans cette construction des modes multipolaires. Ils estiment que ils sont des États souverains. Personne ne doit leur imposer son partenariat. Mais la logique le voudrait. Si je suis un État souverain, je dois pouvoir avoir mes partenaires, collaborer. Je peux collaborer avec la Russie sur le plan militaire, collaborer avec la France sur le plan culturel, collaborer avec la Chine sur le plan industriel, par rapport à mes intérêts. Mais malheureusement, c'est ce qui est un peu mal vu dans certains milieux. Donc, je me demande en réalité, bon, ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. L'Occident est en train de se plaindre que nous sommes en train de les envahir. Ils se plaignent qu'on est en train de les envahir. Effectivement, à dos d'âne, à dos de chameau, à bicyclette, par le désert, par les airs, on rentre dans les trains d'avion, on rentre dans les bateaux, on veut foncer. Toute la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse africaine veut aller en Europe. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espoir par ici. Et si en réalité l'Europe est sincère dans sa coopération avec l'Afrique, il faut qu'on interroge le système d'échange économique qu'on a mis entre nous. Pourquoi depuis 60 ans, les États africains n'arrivent pas à faire face à leurs problèmes de développement? Pourquoi depuis 60, les États africains n'arrivent pas à s'occuper convenablement de leur jeunesse, qui tous courent vers l'Europe? Mais il y a une nouvelle génération d'Africains qui est arrivée, qui pense que on peut avoir une solution à nos difficultés dans la multiplication de nos partenaires, dans la coopération. Mais vous dites que quand je collabore avec la Russie, vous partez. Le Mali n'a pas, à ma connaissance, le Mali n'a chassé personne. Le Mali a décidé de collaborer avec la Russie et certains ont décidé de partir. Bon. Donc le Mali va continuer à collaborer avec la Russie, la Chine, la Turquie. Bon, c'est vrai, certains pensent que avec la Russie, on n'aura pas les mêmes avantages qu'on a avec le monde occidental. Bon, je ne sais pas. Et les propositions de coopération que nos autorités ont fait aux autorités russes. Mais le paysage ne pourra pas rester aussi vide. C'est vrai, aujourd'hui, on est dans une coopération militaire qui est en train de porter ses fruits. En termes d'équipement militaire, je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien est satisfait. En termes de remontée en puissance de l'armée malienne, les Maliens sont relativement satisfaits. L'armée est en train d'occuper des territoires où l'armée n'était pas présente depuis un certain nombre d'années. Cela est rassurant pour nous. C'est vrai, dès qu'on va finir la question peut-être militaire et sécurité du pays, qui peut traîner, qui peut durer, mais on est sur la bonne lancée, on pourra s'occuper de d'autres aspects de coopération avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie techniquement peut nous aider pour... C'est pas du paternalisme avec la Russie. C'est une coopération gagnant-gagnant. La Russie va gagner, le Mali va gagner. C'est ce qu'on avait proposé aux autres. Il faut que nous, on gagne. Ils ont la technologie chez eux. Nous, on n'a pas la technologie. On a les ressources minières. Lorsque vous venez pour exploiter notre ressources minières, vous allez nous faire un transfert de technologie. Peut-être au bout de 20 ans, 30 ans, nous aurons des cadres maliens qui sont suffisamment formés pour prendre en main le développement de nos pays. Mais malheureusement, c'est ce schéma qu'on n'a pas pu construire depuis 60 ans, 70 ans avec d'autres partenaires. Mais maintenant, si on veut aller avec ce type de partenariat, moi je pense qu'en réalité, il y a un processus qui a peut-être commencé
au Mali. C'est pour ça que le Mali ne doit pas être l'exemple. Et les Maliens doivent comprendre qu'il faut que les Maliens se mobilisent pour ce qui est en train de se faire au Mali. Parce que si ça réussit au Mali, ça va réussir partout en Afrique. Et ça, dans certains milieux, on va vouloir étouffer le poussin dans l'œuf. Ça va être très difficile pour nous, mais redressons-nous. On doit réussir sur cette lancée parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a aucune solution. Si on veut que nos descendants dans 50 ans, dans 60 ans, soient plus heureux que nous, il faut qu'on se batte, qu'on accepte un minimum de sacrifices. Et ce processus a commencé. Il fait un moment, nous on le disait ici à Bamako de longue date. Hein. Nous on est convaincus de ce combat-là depuis de longue date. Hein. C'est pour cela que les gens crient, non, on ne parle plus. C'était notre position, ce combat qui est en train d'être fait depuis un certain nombre d'années au Mali. On avait dit de revoir ce modèle de partenariat. Allons vers un autre type de partenariat. Et heureusement, les autorités de la transition l'ont compris et les Maliens ont commencé à le comprendre. Et je pense que les Maliens vont accompagner ce processus-là à bras le corps et nous allons pouvoir imposer notre manière de voir les choses à d'autres personnes. Parce qu'il faut qu'ils acceptent qu'on puisse avoir plusieurs partenaires. Merci beaucoup, Hassan. Est-ce qu'on peut imaginer que le Tchad va rejoindre l'AES? Parce que c'est ce qui se dit aussi un petit peu dans des analyses, des critiques, des spécialistes qui disent que on a l'impression que le Tchad est en train d'aller dans le schéma du Mali. Oui, on a les mêmes problèmes. L'AES est venu comment? C'est parce que les trois États ont compris qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes besoins. Mais malheureusement, ceux qui doivent courir à leur secours ne viennent pas à leur secours. Donc on se donne la main pour nous secourir entre nous. Et le Tchad a les mêmes problèmes que le Mali. Le Tchad a les mêmes problèmes que le Niger. Le Tchad a les mêmes problèmes que le Burkina. Donc voir le Tchad venir dans l'AES un jour ne serait pas surprenant. Parce que ça ne viendra que renforcer. Et puis n'oubliez pas quelque chose. Regardez aujourd'hui que l'AES peut être l'avenir du Sahel. Hein. L'AES peut être l'avenir du Sahel. Mais il va falloir que les dirigeants actuels de l'AES travaillent en symbiose avec le peuple de l'AES pour que tous les fils et filles de l'AES comprennent que leur bonheur, leur développement passe par ce regroupement. Ça sert à quoi de rester dans des micro-États? Et pourtant, de façon de la gouvernance des territoires, il y a des modèles juridiques qui nous permettent de nous mettre ensemble pour aller vers un développement accéléré. Prends simplement l'exemple aujourd'hui, en termes de terres cultivables arables. Quand tu mets les trois États de l'AES ensemble, ils ont beaucoup plus de terres que les 16 pays de la CEDEAO réunis, ou 15 pays. Quand tu prends en termes de population, ça donne à peu près 51% de la population pratiquement de la CEDEAO. Ok? Bon, quand tu prends même en termes de ressources minières, en termes d'or, les trois pays mis ensemble ont le potentiel horrifique le plus élevé des 15 pays de la CEDEAO. Et il y a des potentiels en matière de pétrole. L'uranium, on n'en parle pas. Déjà, on n'a même pas exploré la zone de Faléa au Mali, où il y a un potentiel sûr. On connaît seulement le potentiel dont le Niger dispose et qui n'est même pas exploité à hauteur de souhait. Parce que c'est de l'extraction qui est faite. Et pourtant, le Niger aurait pu avoir une centrale atomique. Quand on le dit, ça fait peur. Voilà, tu as même toussé, ça fait peur. Mais le Niger peut avoir utilisé une partie de son uranium pour produire de l'énergie et pour le revendre aux autres pays aujourd'hui. Tout le monde sait que sans énergie, on ne peut pas parler de développement. Et l'Afrique est bloquée sur la question de l'énergie. On n'arrive pas à régler cette question de l'énergie. On veut nous amener vers les énergies renouvelables. C'est bien. Mais est-ce qu'on pourra mettre en place des dispositifs d'énergie renouvelable à hauteur de souhait pour booster notre industrie? Si on veut booster notre industrie, il faut qu'on aille vers des énergies stables et au niveau d'un seul État. Qu'est-ce que tu vas faire avec une centrale nucléaire pour production d'énergie? Mais si on se met ensemble, le Mali, le Niger, le Burkina, peut-être le Tchad, il se pourrait même que le Bénin peut-être progresse vers l'AES un jour. Le Togo. La Guinée. Voilà. Donc il y a des possibilités. Assez rapidement, avant qu'on passe à notre dernier sujet.
En tout cas, il a parlé un peu sur ma langue. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement, surtout dans les anciennes colonies françaises, je pense que tout a été inspiré du Mali. Okay? Si vous regardez la situation géopolitique, surtout nos relations conflictuelles avec la France, ça a inspiré d'autres pays et ça a poussé d'autres pays. Et aujourd'hui, Tchad se retrouve dans la même diapason. Ok? Tchad est obligé de dealer avec nous parce que nous avons des problèmes en commun. Côté sécurité, il a parlé. Et puis, un autre problème essentiel aussi, ça c'est du côté du partenariat au fait. Aujourd'hui, notre ancien partenaire qui est la France se retrouve dans une contrainte budgétaire qui n'a plus la capacité de financer des activismes militaires. Donc pour cela, Tchad est obligé de diversifier aussi ses partenariats avec d'autres pays, tels que les Arabes Unis, tels que la Russie, la Turquie, j'en passe. Mais ce qui est important ici, c'est de rappeler à tous ces chefs d'État africains que les problèmes communs que nous avons, pour régler ces problèmes-là, il faut que nous, en tant que les pays non développés, se réunissent maintenant pour fonder une coopération sud-sud claire. Et cette coopération va se solder sur une coopération gagnante, profitable pour tous ces États-là. Merci beaucoup. Le temps pourra nous faire défaut. On va essayer d'avancer. Merci pour votre décryptage. Voilà, notre dernier sujet concerne le Sénégal. Je vais rester avec vous, Traoré. Il s'agit de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye. C'était le 1er décembre 1944. Oui. 2024, ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans, Cette commémoration a été quand même assez particulière cette année au Sénégal. En tout cas, d'ailleurs, je félicite l'État sénégalais pour cette initiative-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui nous concerne. Mais il s'est avéré qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui ne connaissent pas cette histoire. Et c'est quelque chose de très horrible, plus que le massacre même de Thiaroye, selon moi en tant qu'historien. Parce qu'un être humain, un homme, si vous oubliez votre histoire, probablement vous n'avez pas d'avenir. Et le massacre de Thiaroye fait partie de notre histoire. Et si l'État sénégalais a décidé cette année de commémorer, de rendre hommage à ces vaillants soldats militaires africains, noirs, je pense que c'est quelque chose à vraiment féliciter. Et ça doit interpeller les autres États de s'inscrire dans la même dynamique que les Sénégalais pour que ces soldats ne tombent pas dans l'oubli. D'accord, interpeller les autres États. Hassan, oui. Toi qui es quand même journaliste, qui a beaucoup de regard sur la culture. Ok, je voulais d'abord saluer deux faits. Et Feu Samben Ousmane a fait un film sur cet événement malheureux. Et c'est grâce à ce film-là que nous autres qui n'avions pas vécu cette époque-là, on a un peu compris ce problème-là. Ça a attisé notre curiosité. Ensuite, je voulais aussi saluer les autorités maliennes de cette époque de 90-95 qui ont installé une place Thiaroye. Monument de Thiaroye. Le monument Thiaroye. Il est au Grand Marché de Bamako. À l'époque, quand j'étais étudiant, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi Thiaroye? Ça sonne sénégalais, ça fait quoi au centre de Bamako? Quand je suis allé, j'ai fouillé, j'ai compris que les autorités maliennes avaient raison. Et en même temps, aujourd'hui, je salue, parce qu'en réalité, si vous voyez que ce débat revient sur la scène publique, c'est le changement de régime au Sénégal avec les nouvelles autorités sénégalaises qui se sont inscrits dans ce mouvement panafricaniste et souverainiste, qui ont décidé de commémorer de façon officielle c'est un crime. C'est un crime que l'État français a toujours souhaité cacher. Parce que c'est quoi? Des Africains qu'on a sélectionnés partout sur le continent africain pour aller défendre la République française, qui ont combattu à côté
de leurs frères d'armes français. Après la victoire, sentant la victoire venir, il ne fallait pas que cette victoire-là soit colorée. Il fallait donner l'impression à l'humanité que c'est seulement des soldats français qui ont libéré la France. Dans une précipitation, on démobilise, sans le dire, les tirailleurs qu'ils ont appelés tirailleurs sénégalais. On les ramasse, on vient les caserner à Thiaroye. On ne leur paye pas leur pécule. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils ont réclamé une augmentation de salaire. Hein. Ils ont réclamé leur dû. C'était de l'argent qu'on devait leur payer pour avoir servi comme militaire dans l'armée française. Et on a estimé qu'ils sont rentrés dans une mutinerie. On vient, on encercle le camp la nuit. On sonne le clairon au petit matin. Ces gens commencent à se mobiliser sur le drapeau et leurs frères d'armes ouvrent le feu sur eux. Et la France a toujours voulu taire ça. Jusqu'à présent, personne ne peut dire avec exactitude combien de tirailleurs sénégalais ont été assassinés au camp de Thiaroye. Effectivement. Donc c'est vraiment regrettable que la France veuille cacher cela. Mais nous autres Africains qui avions perdu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents dans cette crise-là, nous ne devons pas nous taire là-dessus. On doit avoir des méthodes pour le répéter, le répéter, jusqu'à ce que l'État français admette qu'il y a eu un crime à Thiaroye sur des soldats africains aller défendre la France contre un mouvement qu'on pouvait considérer aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, on va les considérer comme des mouvements extrêmes violents. Voilà. On a levé, on s'est battu. Le Sénégal a prévu vraiment de faire en sorte que le Sénégalais, l'enfant sénégalais arrive à comprendre cela. Mais il y a aussi, par rapport, Hassan vient de le dire tout de suite, le Mali l'a quand même commémoré quelque part par le passé avec, à l'époque, Alpha Omar Konaré, effectivement, qui a eu vraiment cette énergie et ce courage de pouvoir construire un monument ici, à Bamako, en 2001. Et si on regarde bien l'histoire, l'ambassadeur de France de l'époque avait boudé cette commémoration et avait même manœuvré pour ne pas qu'on puisse avoir ce monument. Voilà, c'était la petite parenthèse et l'info que je voudrais partager avec nos citoyens maliens, africains, et vraiment dire qu'il faut que ça soit connu et célébré. En tout cas. Bon, d'ailleurs, je vais essayer de revenir un peu en arrière parce que quand on parle des tirailleurs sénégalais, il y a la majorité des jeunes qui pensent qu'il s'agit des Sénégalais. Maintenant, ceux qui nous écoutent, je voudrais vraiment que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement des Sénégalais. Donc, parmi les tirailleurs, il y avait des Maliens, des Guinéens, des Nigériens, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Djiboutiens. En outre, comprenez qu'il s'agit tous les États qui formaient l'Afrique occidentale française à l'époque. Ce sont l'ensemble de ces États-là qui ont envoyé leurs enfants pour aller défendre les principes de liberté, de l'égalité et de la fraternité de la France. Et au retour forcé à Thiaroye, ils ont été massacrés. Maintenant, il y a aussi un aspect très important que je voudrais soulever ici. Vous savez, malgré que les tombeaux des martyrs se trouvent actuellement au Sénégal, mais les Maliens ont toujours montré la voie aux autres, maintenant pour rendre hommage à ces vaillants militaires qui ont été trahis par leurs frères d'armes le 1er décembre 1944. Ok, et ça, je peux vous expliquer cette histoire à travers l'action symbolique que notre président Alpha Omar Konaré a fait, c'est-à-dire le fait de diriger le monument des tirailleurs. Ok, et je pense bien sous la transition aussi de 2012, le président Djangounda Traoré avait aussi fait la demande à François Hollande de lui remettre les archives des tirailleurs sénégalais. Je pense que de façon diplomatique, le président aurait répondu oui. Mais jusqu'à présent, donc ça veut dire qu'il veut nous cacher quelque chose.
Et je pense aussi qu'en 2014, lors de sa visite au Sénégal, à Dakar, surtout dans le cadre de la commémoration du même événement, François Hollande aurait promis aux États sénégalais ces documents-là. Parce qu'il a souligné, aujourd'hui, personne ne sait qui sont morts à Tcharoy. Et pourtant, il s'agit de nos parents. Et le nombre exact de ces tirailleurs assassinés ne sont pas connus jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est préoccupant. Donc, il serait vraiment mieux, comme ils ont promis au président sénégalais, de lui livrer toutes les archives sur ces massacres-là. Et ça va permettre de mettre la lumière sur cet événement pour rendre hommage encore à ces militaires qui ont été trahis par leurs frères d'armes français. Merci beaucoup. Assa, dernier mot par rapport à Tcharoy. Quelle nécessité pour la jeune génération aujourd'hui de connaître? Parce que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas du tout ce que c'est. Bon. Pratiquement. Hein? Et pour moi, c'est un symbole. C'est un symbole et qui doit pousser les États africains à s'organiser davantage, à former leur jeunesse intellectuellement, à créer des États modernes. Et parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, ça je suis convaincu de cela, depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on le dit en 1292, l'ordre mondial n'a pas beaucoup changé. On donne l'impression, en fonction des convictions philosophiques d'une certaine époque, on essaie de faire bouger les choses un peu, mais en réalité, la logique économique qui a toujours gouverné reste la même. Et n'oubliez pas que les Africains ont été soumis à l'esclavage. Vous avez tous entendu parler du commerce triangulaire. Venir prendre des Africains dans leur village, dans leur pays, les mettre dans des caves de bateaux, aller les vendre sur un autre territoire aux États-Unis. Cet acte jusqu'à présent, difficulté de reconnaître. On reste dans ce système d'esclavage. On vient nous imposer, à un moment donné, la conscience humaine était contre, on rentre dans un système de colonisation. Même dans la colonisation, vous avez vu le système de colonisation dans les pays anglais est différent de ce que nous avions subi chez nous. On sort de la colonisation, on nous donne des indépendances factices, des photocopies d'indépendance. Et quand ils ont senti que les Africains commençaient à grogner un peu, à vouloir aller vers la véritable indépendance, on nous a envoyé des démocraties factices. Et ces démocraties ont énormément fait leurs preuves. Et malheureusement, voilà qu'on retombe dans des structures de gouvernance militaire encore, qui peut-être ces transitions militaires que nous allons commencer à vivre, vont finir par nous donner la véritable démocratie que nous souhaitons avoir dans cette partie de l'Afrique. Donc vous voyez, quand on analyse à fond ces différentes marches du monde, il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux dans la formation des jeunes Africains. On doit avoir des systèmes scolaires béton qui peuvent nous donner des citoyens africains. Parce que c'est là que ça va se jouer. Ça va se jouer sur le terrain de la formation. Si on n'a pas des intellectuels, on n'a pas des cadres bien formés, on sera en retard et nous sommes engagés dans une course de développement. Ce n'est pas au niveau entre pays africains, c'est entre pays africains et le reste du monde. C'est ce qu'il va falloir que les Africains comprennent. Donc il y a un travail de fond à faire. Vous êtes les universitaires, vous avez du boulot. Vous devez former une jeunesse africaine intellectuellement costaud pour pouvoir embrasser tout cet environnement qui nous est imposé aujourd'hui pour que l'Afrique compte et l'Africain compte. Merci beaucoup Hassan. Merci. Nous arrivons à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser donner votre mot de revoir aux téléspectateurs de Mandé TV. Traoré. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je pense que cette invitation est instructive au fait. Je me profite de l'occasion aussi pour interpeller tout le monde, les Africains de façon générale, maintenant de prendre soin de leur histoire.
Merci beaucoup. Nous avons M. Boubacar Bani Traoré. Il est enseignant vacataire. Il est aussi doctorant en histoire. Merci beaucoup, M. Traoré, pour ce décryptage sur ce plateau de Mandé TV. Notre confrère Hassan Koné, journaliste, directeur de publication du journal Arc-en-Ciel et NotreNation.com. Hassan, oui, bon, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. J'espère vraiment te revoir. Merci vraiment. Je remercie Mandé TV à travers votre modeste personne de m'avoir invité sur ce plateau-là. Et en même temps, je profite de l'occasion pour présenter mes excuses à tous les téléspectateurs de Mandé TV, parce que nous sommes souvent un peu extrêmement passionnés par certaines questions. Peut-être par moment, nous avions parlé avec un peu de passion. Bon, mais on va présenter nos excuses pour cela. Et en même temps, c'est l'occasion aussi de saluer les forces de défense et de sécurité du Mali qui sont engagées dans une mission extrêmement délicate pour ce qui gestionnait un peu le Mali récemment. Je les félicite, je les salue et ils ont tout notre soutien et tout notre encouragement pour ce travail formidable qui est en train d'être fait. Et nous espérons que, avec le soutien de Dieu et de nos ancêtres, dans peu de temps, nous allons sortir de cette situation qui pratiquement bloque le pays dans le développement. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hassan. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine pour un autre numéro. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali pour pouvoir revoir cette émission ou voir des émissions passées. Je remercie aussi la rédaction et la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.